Bienvenue dans le podcast Soignant Entrepreneur. Je suis Solène, orthophoniste et entrepreneur, et tous les vendredis à 8h, je te partage, seule ou en compagnie de mes invités, les clés essentielles de la réussite entrepreneuriale et de l'épanouissement en tant que soignant libéral. Si le podcast te plaît, n'oublie pas de le noter avec 5 étoiles et de le partager à un ami soignant entrepreneur qui en a besoin. Salut et bienvenue dans un nouvel épisode de Soignant Entrepreneur. Quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, il y a toujours plein de gens qui te disent oui, mais moi je connais quelqu'un, il a essayé, ça n'a pas fonctionné. Si c'était facile, tout le monde le ferait. Faut pas rêver. Et puis moi j'ai essayé ça, ça n'a pas marché, etc. Et si on se penche sur les chiffres, c'est vrai que une énorme majorité des entreprises ne passent pas le cap de la troisième année. Tout simplement parce que quand tu es notamment en société, tu n'as pas le droit, il y a une exception pardon, pour la première année, mais à partir de la deuxième année, tu n'as pas le droit d'avoir un bilan en déficit. Donc, si tu ne vends pas suffisamment, que tu n'es pas rentable, eh bien, tout simplement, enfin, du moins que le delta entre ce que tu encaisses et ce que tu dépenses n'est pas positif, eh bien, ton entreprise va fermer, va déposer le bilan. Donc, il y a plein d'entrepreneurs pour qui c'est le cas, beaucoup d'entreprises, que ce soit des micro-entreprises, des sociétés, qui ne passent pas le cap de la troisième année, et pour des raisons qui sont la plupart du temps communes, communes à ces différents business qui échouent. Et j'avais envie de te lister 7 points qui, selon moi, amènent 90% des entrepreneurs à l'échec. Pourquoi je te donne ces raisons? Bah, tout simplement pour que tu puisses toi aussi les éviter parce que tu vas voir, elles ne sont pas toutes instinctives parce que, encore une fois, l'entrepreneuriat, ça s'apprend. Et ça, c'est un gros warning que j'ai envie de faire avant de débuter ce podcast, c'est que les gens qui disent l'entrepreneuriat, ça marche pas, j'ai essayé. Est-ce que, sans avoir fait des études de médecine, tu irais dire, j'ai essayé de faire une opération cardiaque, ça n'a pas marché? Bah, bien sûr que non. Enfin, tu apprends, tu fais des études, tu te formes, tu apprends comment ça fonctionne, tu essayes, tu expérimentes avant de passer au niveau maximum. L'entrepreneuriat, c'est pareil, c'est un métier. Ça s'apprend avec des formations, avec du temps, avec de l'expérience, avec des essais, avec des erreurs. Et c'est uniquement comme ça que tu peux arriver un jour à être bon. On peut pas être bon de manière instinctive du jour au lendemain. On ne naît pas entrepreneur, on le devient. C'est un apprentissage. Donc, si tu te dis, je vais m'improviser entrepreneur, je vais ouvrir un compte Insta, je vais faire un site internet, j'ai vaguement une idée d'offre, let's go, bah oui, faut pas s'étonner qu'au bout d'un an, tu te dises, j'ai essayé, ça marche pas. Donc, dans cet épisode, je vais te donner les différents points qui font que si tu fais comme ça ne marche pas pour te permettre, dans la mesure du possible, de les éviter. Donc on va commencer sans plus tarder et le premier point, il peut paraître peut-être un peu barbant, un peu bateau, mais il est vraiment fondamental. Un des points qui va amener les entrepreneurs à l'échec, c'est le manque de vision long terme. Si tu vois juste à qu'est-ce qui va se passer le mois prochain et que tu n'anticipes pas la vision à long terme de ton entreprise, mais aussi de ta vie perso qui sont au final étroitement liées, forcément, il y a un moment où ça va coincer. Il faut que tu vois loin pour pouvoir gérer les décisions que tu vas prendre maintenant. Si tu prends une décision basée sur le mois prochain, eh bien forcément, le mois d'après, tout va s'écrouler. Il faut que tu dises, OK, c'est quoi la vie que je veux exactement? Pour ça, quelle tournure doit prendre mon entreprise et quelles sont les décisions que je dois prendre maintenant pour assurer cette vision long terme. Et ça va impacter du coup derrière plein de choses, notamment ton business model. Donc on en parlera après, mais le format que va prendre ton offre, et je t'expliquerai après en quoi le business model peut être problématique, les décisions que tu vas prendre sur le type d'activité, sur le fait de déléguer ou non certaines tâches. En fait, pour mener les bonnes actions maintenant, tu ne dois pas agir comme la personne que tu es maintenant, mais comme la personne que tu veux devenir. Donc la question à te poser, c'est quelles sont les décisions que prendrait la personne que je veux être dans un an, dans 5 ans? Et prendre les décisions en se mettant dans la peau de cette personne-là qui a réussi à atteindre ses objectifs. Donc si tu te projettes pas
dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans, avec une vision claire de la vie que tu veux avoir, de l'entreprise que tu veux avoir, de la personne que tu veux devenir, eh bien, tu ne pourras pas prendre les bonnes décisions aujourd'hui. Tu ne peux pas espérer avoir des résultats différents en continuant à faire ce que tu as toujours fait. Et pour prendre des décisions qui vont te donner des résultats différents, des décisions nouvelles qui vont permettre de changer ton mode de fonctionnement et donc de devenir cette nouvelle personne, tu dois te mettre dans la peau de cette nouvelle personne. Si tu continues à prendre les décisions dans la peau de la personne qui t'a amené jusqu'ici, eh bien, tu ne pourras pas obtenir de résultats différents et donc tu vas stagner, tu vas rester au point mort. Et rester au point mort dans une entreprise, c'est synonyme de décroissance, c'est synonyme de mort de l'entreprise. Malheureusement ou heureusement plutôt, je trouve, parce que ça permet de ne pas rester justement endormi, de pas rester, de pas se reposer sur ses lauriers et de toujours se challenger, avancer, devenir une meilleure personne, un meilleur entrepreneur. Il faut toujours chercher à faire plus. Si tu cherches à stagner, si tu cherches à rester stable, ton entreprise va automatiquement décroître parce que le jeu, entre guillemets, se complexifie au fil du temps. Donc si tu ne cherches pas à devenir meilleur chaque jour, chaque mois, chaque année, ton entreprise va décroître, c'est aussi simple que ça. Donc tu dois toujours, pour prendre les bonnes décisions, te projeter dans la peau de la personne que tu veux devenir qui a réussi. Donc là, si tu en es au stade de je lance mon entreprise, mets-toi dans la peau, dans la vision de ok, je suis dans 1 an, j'ai mes premiers clients, j'ai fait tant de chiffre d'affaires. Pour en arriver là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant, aujourd'hui? Donc je t'encourage vraiment à travailler ta vision. Ensuite, un autre point qui peut amener les entrepreneurs à l'échec, un peu en lien avec le premier point, c'est un business model qui n'est pas adapté. Si tu choisis un business model qui, par exemple, n'est pas scalable, c'est-à-dire que tu ne peux pas faire croître sans augmenter le nombre de ressources que ça te demande, que ce soit en termes de temps, en termes d'argent, que tu ne peux pas démultiplier, eh bien, au bout d'un moment, forcément, tu vas stagner et donc finir par décroître. Par exemple, si tu proposes des coachings one-to-one, individuels, tu vas pas tenir le rythme dans la longueur si tu veux continuer à faire croître ton entreprise, si chaque client te demande 1 heure de ton temps par semaine. Alors pour un client, 2 clients, 3 clients, ça va. Sachant que bah voilà, dans l'entrepreneuriat, tu as aussi toute une partie gestion, tu as toute la partie communication, marketing, vente qui te demande beaucoup de temps. Donc, si tu dois passer chaque semaine 15 heures avec tes clients, ça ne peut pas fonctionner. Ou du moins, surtout si tu as le cabinet à côté. Et du moins, tu ne pourras pas le faire croître à l'infini ce temps-là. Donc, si le business model n'est pas adapté, soit parce que tu peux pas le démultiplier en temps, soit parce que ce que tu proposes en termes de format n'est pas suffisamment valorisé, ben, tu auras beau faire quelques ventes de cette offre-là, si le prix n'est pas aligné avec les objectifs de chiffre d'affaires et tes capacités business actuelles, ton entreprise va couler. Si tu choisis de proposer, mettons, un petit programme à 80 euros, admettons que tu veuilles, avec cette offre-là, générer 3 000 € par mois de revenus. Par exemple, pour remplacer ton revenu actuel, voilà, auquel seront enlevés les impôts, etc. Sache que si tu es en société, si tu veux faire 3 000 € de revenus, tu dois aller chercher entre 8 et 9 000 € de chiffre d'affaires par mois. Tu imagines le nombre de ventes que ça représente d'un programme à 80 euros, d'aller chercher ce chiffre d'affaires-là. Alors, je te dis pas qu'il faut forcément avoir des prix excessifs partout, et il y en a qui font ce chiffre d'affaires-là, mais la plupart du temps, ce sont des entrepreneurs expérimentés, avec une forte communauté. Quand ils sortent un produit comme ça, il y a du monde derrière qui se l'arrache, et la plupart du temps, ils ont tout un écosystème d'offres, et pas seulement des petits produits à quelques dizaines d'euros. Donc, est-ce que tu as aujourd'hui, en tant que néo-entrepreneur, la capacité d'aller chercher 100 ventes par mois de ton produit à 80 euros? Ça me semble très difficile si tu débutes et que tu n'as pas d'autres offres associées. Donc pour aller faire le chiffre d'affaires que tu vises pour le revenu que tu vises, tu comprends bien que ça va être compliqué. Et donc tu vas ramer, tu vas ramer, tu vas t'épuiser à essayer d'aller chercher des clients pour un chiffre d'affaires pas ouf. Et donc, bah, ton entreprise risque de couler parce que tu vas te décourager, parce que tu vas pas aller chercher plus loin. Donc, dans les premiers temps, moi, je conseille absolument pas d'aller se focaliser sur des petits produits comme ça à quelques dizaines d'euros. Je conseille d'aller viser plus grand. Pour ça, ça veut dire proposer plus de valeur. Mais crois-moi, c'est plus facile de vendre à quelques personnes un produit qu'on appelle high ticket, donc à haut ticket d'entrée, relativement élevé en termes de tarifs, plutôt que d'aller vendre des centaines de fois quelque chose de pas cher.
Donc, je t'encourage vraiment à adapter ton business model déjà à ton temps disponible, à l'évolution que va prendre ton entreprise, donc ça revient au premier point de la vision, et aussi à tes objectifs de chiffre d'affaires. Parce que bah, sans ça, ton entreprise va finir par couler, tu vas te décourager, tu vas pas prendre de plaisir, tu vas t'acharner sur la vente pour pas beaucoup de résultats, tu vas être dans une énergie de manque qui va t'entretenir dans ce manque de résultats, et donc ton business sera un échec. Troisième point qui peut amener un entrepreneur à l'échec, c'est une offre qui soit n'est pas adaptée à sa cible, soit n'est pas assez irrésistible. On a un peu souvent tendance à créer une offre parce qu'on sait qu'elle est bien. Toi, tu sais en tant qu'expert que ce que tu proposes, c'est bien, ça apporte de la valeur, c'est ce qu'il faut, c'est le traitement pour la problématique de ta cible. Sauf que ton niveau de conscience à toi, qui a fait le chemin, qui a le savoir, l'expérience, l'expertise, n'est pas le niveau de conscience de ta cible. Donc si dans la construction de ton offre, de ta communication, tu ne parles pas à ta cible, par exemple, si tu lui parles de considération de santé dont elle n'a pas conscience. Toi, tu sais que ce que tu proposes, ça va améliorer sa santé et que c'est ça, mais qu'elle, elle n'a pas conscience que ce qu'elle fait dans son quotidien, ça a un impact sur sa santé et que c'est ça qu'il lui faut pour, pour s'améliorer. Eh bien, ça ne va pas fonctionner parce que la personne n'en est pas au même niveau de conscience que toi. Sinon, bah, toi, tu serais pas là à lui proposer ton aide parce que forcément, si tu es là à vouloir l'aider, c'est que tu as plus d'expertise, plus d'expérience, plus de recul, plus de connaissances. Donc, si tu ne parles pas à ta cible avec les bons mots, avec les problématiques dont elle a conscience, qui la font souffrir au quotidien, avec ce que elle veut, en prenant en compte ses peurs, ses croyances limitantes, eh bien, tu ne pourras pas lui permettre d'avancer efficacement dans son cheminement et surtout, elle n'aura pas envie de travailler avec toi. Il faut que ton offre soit sexy pour ta cible, corresponde à ses besoins, à ce qui se passe dans sa tête. Il faut qu'elle ait l'impression qu'elle ait été conçue pour elle. Si toi, tu l'as conçue en sachant ce qui est bon pour elle, mais que tu n'amènes pas ta cible à en avoir conscience, eh bien, ton offre ne se vendra pas aussi géniale soit-elle. Et pour ça, il faut que ton offre, elle soit aussi irrésistible, que les gens, en fait, en voyant ton offre, ils se disent, ah ouais, mais par rapport à ce que ça va m'apporter, si je prends pas, franchement, je suis bête. Parce que, bah voilà, le tarif est de temps, mais par rapport à la valeur ajoutée que ça va avoir dans ma vie, c'est incroyable. Donc, l'erreur là, c'est de ne pas promettre, c'est de promettre un outil et de ne pas promettre une transformation. Il faut que tu permettes aux gens d'avoir une transformation, un avant-après suffisamment fort pour qu'ils aient envie de travailler avec toi, qu'ils aient l'impression que ta méthode, c'est la solution pour eux qu'il fallait. Voilà. Et ça implique une chose très importante, c'est de parler à une cible spécifique et pas à tout le monde. Parce que tu ne pourras jamais avoir cet effet-là si tu cherches à parler à tout le monde, parce que tu ne peux pas toucher tout le monde en plein cœur. Par contre, un profil spécifique avec un besoin spécifique, si tu le connais par cœur, la personne aura l'impression que c'est fait pour elle, parce qu'en réalité, elle n'est pas la seule à être comme ça, à fonctionner comme ça, à avoir ce problème-là, ces besoins-là. Mais voilà, toi, tu connais ton sujet, tu as étudié ta cible, donc tu sais que ton offre répond parfaitement à ses besoins. Donc, ce qui fait qu'une offre va fonctionner ou non, c'est le fait que la cible ait l'impression que c'est fait pour elle et surtout qu'elle se dise waouh, mais l'offre elle est trop bien, ça a l'air incroyable, c'est fait pour moi, je suis bête si j'y vais pas parce que ça me correspond en tout point. Si c'est pas le cas, ce qui va se passer, c'est que les gens vont voir ton offre et vont dire ouais, je sais pas trop, je peux trouver ailleurs. Enfin voilà, et dire bon, je verrai plus tard, ne pas être conquis par ton offre. Le marché est grand, d'autant si tu t'alignes, autre erreur, au prix du marché, et ben s'ils sont plus inspirés ailleurs pour le même prix, forcément ils iront voir ailleurs. Ou moins cher ailleurs d'ailleurs. Ça veut pas dire que je te conseille de te mettre moins cher, au contraire, je te conseillerais plutôt de te mettre plus cher, mais avec une forte valeur ajoutée, avec un fort marqueur de différenciation et une forte voilà, valeur perçue par ta cible sur ton offre qui va faire que les gens se disent waouh, ok, c'est un peu plus cher chez elle, mais ça a l'air tellement exceptionnel que c'est avec elle que je veux aller, quoi. Donc voilà, point qui mène les entrepreneurs à l'échec, une offre pas adaptée à sa cible et pas irrésistible. Et ou pas irrésistible, les gens n'achètent pas, donc pas d'argent qui rentre, donc pas de chiffre d'affaires, donc pas de rentabilité, donc fermeture de la boîte. Le quatrième point qui peut amener une entreprise à l'échec, c'est la négligence de la livraison client. Si tu ne mets pas ton focus, presque ton focus numéro un, presque au-delà de l'acquisition de nouveaux clients sur la satisfaction de tes clients actuels, ton entreprise est vouée à l'échec. Parce que dans beaucoup de cas,
Ce qui finit par faire la valeur d'une entreprise sur le long terme, c'est ce qu'on appelle la lifetime value, la valeur à vie d'un client. Ce qui fait qu'une personne satisfaite, en fait, un client satisfait, t'as pas besoin de le convaincre que ce que tu fais, c'est bien. Donc, si tu proposes à nouveau quelque chose à cette personne qui fait qu'elle se dit waouh, mais c'est trop bien, j'ai envie de continuer à travailler avec toi, tu peux encore m'apporter quelque chose, t'as pas besoin de la convaincre. T'as pas besoin de la convaincre, elle sait déjà que ce que tu fais c'est bien, elle est déjà satisfaite. La valeur d'une entreprise se trouve la plupart du temps dans ses clients. Pour cette première raison-là, et aussi parce que des clients satisfaits, c'est des témoignages clients positifs. Et donc c'est un super marketing parce que ben, perso, je sais pas vous, mais moi, la première chose que je fais quand je veux savoir si quelque chose est bien, je vais regarder les avis. Soit sur la page Insta de la personne, soit sur Trustpilot, soit sur Google, même si les avis Google, des fois, c'est un peu biaisé. Je vais regarder les avis. Et si je vois que les clients sont satisfaits, bah, let's go. Et plus tes clients, tu vas les chouchouter, plus ils vont te faire une presse positive, ils vont te recommander à d'autres personnes, et plus aussi ils seront enclins à acheter à nouveau chez toi. Négliger la livraison client, c'est s'exposer à avoir des clients insatisfaits. Et je te parle même pas de personnellement, c'est une satisfaction personnelle de me dire que je fais le mieux pour satisfaire des personnes qui ont investi chez moi. Donc c'est voilà, c'est des clients insatisfaits, c'est des clients qui vont te faire une mauvaise presse, qui ne rachèteront pas chez toi, et tu perds en fait de la valeur. Il y a des entreprises qui à terme ne tournent que sur leur base de clients, qui n'ont même plus besoin d'aller chercher à l'extérieur, qui se contentent d'envoyer des newsletters à leurs clients réguliers, qui rachètent, qui rachètent, qui rachètent, avec un panier moyen toujours plus élevé, et ils ont limite pas besoin d'aller chercher d'autres personnes. Donc voilà pour ça. Et puis aussi, ça te permet de valider le fait que ton offre est bien et de mieux en mieux parce que tu améliores au fur et à mesure la livraison client et donc de pouvoir aussi augmenter la valeur de ton offre parce que si tu te concentres sur améliorer, 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 au bout d'un moment, tu peux aussi augmenter tes tarifs. Et puis bah voilà, pour toi, enfin pour moi en tout cas, améliorer la livraison client, c'est une satisfaction personnelle de me dire que je remplis la mission pour laquelle j'ai créé cette entreprise. Ça rejoint encore une fois l'idée de la vision. Pourquoi tu as envie de faire ce que tu fais? Pourquoi ça t'anime? Pourquoi ça te porte? Et du coup, la livraison client, pour moi, c'est aussi un moyen de remplir la mission que je me suis donnée en créant mon offre. Donc voilà, moi, c'est vraiment un focus de mon quotidien de me dire comment je peux faire encore mieux je délègue une partie du succès client justement parce que je peux pas me dédoubler, mais j'ai envie de favoriser encore plus la qualité. Donc j'ai Anna qui travaille avec moi, qui gère les réponses à beaucoup de questions, qui fait des bilans hebdomadaires et mensuels avec certaines personnes. On a mis en place des questionnaires de satisfaction. Et ben quand j'ai un retour dans ces questionnaires de satisfaction, je le prends en compte et j'essaye de l'implémenter. Par exemple récemment, pour par exemple le business plan, on m'a dit oh bah là ça serait bien d'avoir des tableaux Excel, eh bien, je m'exécute, je rajoute des templates de tableaux Excel dans l'espace membre. Et voilà, ça permet d'avoir des feedbacks, de dire, OK, comment je peux faire pour que ce soit encore mieux en termes de valeur perçue par les personnes qui travaillent avec toi, bah, de dire, waouh, alors non seulement je suis déjà contente, mais en plus, quand j'ai des suggestions, elles sont mises en place rapidement, ça a une valeur perçue énorme par rapport au temps que moi, ça m'a pris, par exemple, d'aller créer de templates Excel. Ça m'a pris, je sais pas, une demi-heure, plus le temps de la mise en ligne très rapide, mais en termes de valeur perçue, ça, plus ça, plus ça, plus ça. En fait, c'est ce qu'on appelle l'over-deliver, le sur-délivrer pour les personnes qui te font confiance, pour les membres de tes offres, tes clients, etc. Bah en fait, voilà, c'est vraiment un gros focus chez moi, la livraison client. C'est une de mes priorités aujourd'hui parce que, ben voilà, j'estime que actualiser aussi son savoir, faire en sorte que tes clients soient toujours plus satisfaits et toujours faire la meilleure version possible de ton offre, eh bien, voilà, c'est fondamental. Là, prochainement, je vais retourner certaines vidéos de la formation Evolve parce que je les ai tournées il y a grosso modo un an, un peu plus, au moment où tu écoutes ce podcast. Et je me dis, mais il y a des trucs, je suis plus totalement d'accord avec. Il faut que je l'actualise, il faut que je rajoute des choses, il faut que je le nuance. Donc, je vais le refaire pour que ça colle vraiment à ma vision des choses et que je sois satisfaite de ce que je fournis avec la meilleure qualité possible à mes yeux. Donc, une livraison client négligée, c'est des clients moins satisfaits, c'est des clients qui sont moins enclins à continuer à travailler avec toi sur le long terme, et donc c'est une perte substantielle de chiffre d'affaires, c'est aussi une mauvaise presse, donc une perte aussi de nouveaux clients, VS des clients satisfaits qui vont te faire, entre guillemets, de la bonne pub, gratuite en plus, parce que le bouche à oreille, ben ça te coûte rien.
Cinquième point qui peut couler l'entreprise, c'est une mauvaise gestion financière. Ça semble logique, mais en même temps, c'est pas forcément acquis pour tout le monde. Si tu anticipes mal les charges que tu vas avoir, les frais de délégation que tu vas avoir, la TVA si tu es en société, l'URSSAF qui va être pris sur ta rémunération, les impôts sur les sociétés, etc., tu peux vite te retrouver en déficit alors même que tu encaisses du chiffre d'affaires. C'est toujours avoir ce delta positif entre combien j'encaisse, combien je sors, sachant que en société, la rémunération du dirigeant et tu fais partie des charges. Et il y a des charges sur ça associées, etc. Donc voilà, l'idée c'est de ne pas être en déficit en prenant en compte ta propre rémunération, plus les charges URSSAF qui vont avec, plus l'impôt sur les sociétés, etc. Donc l'impôt sur les sociétés, de toute façon, est calculé sur ton bénéfice. Donc si t'as pas de bénéfice, t'en auras pas. Mais voilà. L'idée étant qu'une mauvaise gestion financière, parce que t'as mal anticipé tes coûts, parce que tu suis pas tes comptes et que t'as des clients qui te payent pas, tu t'en rends pas compte, etc. Tu gères mal ta trésor, ça peut tout simplement couler ton entreprise et ça peut arriver beaucoup plus vite qu'on ne le croit si c'est mal géré, si les coûts sont mal gérés, les modalités de paiement et les dépenses de la boîte. C'est vraiment important de dépenser intelligemment l'argent de sa société, l'argent de son entreprise, pour équilibrer les dépenses qui sont nécessaires, parce qu'il y en a qu'il faut absolument, il y a des choses dans lesquelles il faut absolument investir à mon sens, et les choses qui, voilà, peuvent être optimisées pour te permettre d'avoir la meilleure rentabilité possible, pour pouvoir déjà te payer, et surtout ne pas couler ta boîte tout en te payant, très important. Avant-dernier point qui peut amener ton entreprise à l'échec, c'est de mettre ton focus sur les mauvaises choses. La plupart du temps, en fait, on met 80% de notre énergie sur des choses qui ne nous rapportent que 20% de nos résultats. C'est l'inverse qu'il faut faire. C'est comprendre quelles actions te prennent seulement 20% de ton temps et t'apportent 80% de tes résultats pour mettre ton focus sur ces choses-là. Souvent, on a un peu le syndrome de l'objet brillant à se dire, ouais, je vais tester ça, et vouloir faire 10 000 choses à la fois, et s'éparpiller à vouloir faire, et d'un côté un e-book, et de l'autre côté un podcast, et de l'autre côté faire des contenus Insta, et des concours, et des partenariats, et vouloir faire 10 000 choses à la fois. Sauf qu'en fait, en faisant ça, on divise son focus et donc sa performance sur plein de choses à la fois. Et on risque de tout simplement minimiser ses résultats, perdre du temps, brasser de l'air, faire tout en surface, au lieu de faire les choses à fond. Je dis pas qu'il faut faire plein de choses. Moi, à l'heure actuelle, j'ai un podcast, j'ai un stage, j'ai plusieurs choses en place, mais je me focus sur une chose à la fois. Et surtout, en fait, j'ai mis en place chaque nouvelle chose une fois que les précédentes étaient rodées. J'ai commencé à mettre en place le podcast une fois que Instagram, pour moi, c'était une routine, c'était normal, j'avais même plus à y penser. Et même aujourd'hui, il y a des périodes où, quand je veux faire quelque chose d'un petit peu nouveau, je suis obligée de me dire, oula, alors attends, on va prendre le temps, on va rembobiner, ce mois-ci, on va mettre le focus plus sur telle ou telle chose parce que on ne peut pas être pertinent, on ne peut pas être efficace de partout. Donc, si tu passes trop de temps à mettre ton focus sur les mauvaises choses, c'est-à-dire celles qui ne te rapportent pas assez de résultats pour le temps que tu y investis, eh ben, tu risques de couler ta boîte parce que du coup, pendant ce temps-là, tu fais pas de chiffre d'affaires et donc, pas de chiffre d'affaires, pas de rentabilité et tu connais la suite de la chanson. Donc pour moi, c'est vraiment important de comprendre quelles sont les actions qui te donnent le plus de résultats avec le meilleur ratio résultat temps passé, argent investi aussi. Parce que des fois, on investit de l'argent dans des choses, que ce soit de la délégation, des prestataires de services, un site internet, ce genre de choses, qui vont te coûter beaucoup d'argent pour au final t'en rapporter pas grand-chose. Je reprends le coût du site internet. Tu peux payer très cher ton site internet en hébergement, web designer, etc. Et si derrière tu ne t'es pas focalisé sur comment je vais ramener du trafic sur mon joli site internet, et ben ton joli site internet il va te coûter de l'argent, mais il va pas t'en rapporter parce que personne ne le verra et donc personne n'achètera chez toi. Donc c'est vraiment important de focaliser sur quoi tu mets ton temps et ton argent pour ne pas couler ta boîte. Et dernier point de ce podcast, c'est rester dans sa zone de confort et tomber dans la routine. Je pense que le pire ennemi d'une entreprise, c'est la zone de confort et la routine. Parce que, comme je te le disais, la stagnation, la recherche de la stagnation, c'est la décroissance. Et si tu restes dans ta zone de confort, eh ben, tu vas rester sur le même niveau, on va dire, de résultats. Sauf que le jeu se complexifie tous les ans. Les coûts publicitaires augmentent tous les ans, la concurrence augmente tous les ans, tu épuises un peu plus ton marché potentiel tous les ans, et donc chaque année, tu dois être meilleur. Donc si tu vises de faire pareil que l'année dernière, tu vas faire moins bien. Donc en permanence, tu vas devoir sortir de ta zone de confort et tu vas devoir dire, OK, comment je peux innover, sortir du lot, faire ce que je n'ai jamais fait pour avoir des résultats que je n'ai jamais eus. Je l'ai répété 10 000 fois dans ce podcast, mais
pour avoir ce que tu n'as jamais eu, tu dois faire ce que tu n'as jamais fait. Tu ne peux pas espérer avoir toujours le même résultat, enfin avoir un résultat différent si tu continues à faire toujours la même chose. Si tu fais toujours la même chose, tu auras toujours le même résultat, voire moins bien. Donc, rester dans sa zone de confort, tomber dans la routine, pour moi, c'est le pire ennemi d'un entrepreneur. Et c'est pour ça que de temps en temps, il y a besoin de petits coups de pied aux fesses, idéalement avant de voir son CA se casser la figure, pour réussir à évoluer, pardon, avancer. Et puis, bah voilà, l'entrepreneuriat, c'est aussi ça, c'est apprendre, c'est une aventure professionnelle et humaine à mes yeux. Et du coup, chercher à se challenger, à faire toujours plus, être une meilleure personne, un meilleur humain, un meilleur entrepreneur. C'est aussi, selon moi, le propre de l'entrepreneuriat. Donc voilà les différents points auxquels tu dois être vigilant si tu ne veux pas couler ton entreprise avant la troisième année. Encore une fois, tout ça, c'est normal si aujourd'hui ça te fait peur, si tu ne le maîtrises pas, parce que ce n'est pas du tout inné. Et c'est pour ça que se former, apprendre, être aidé, c'est normal. Encore une fois, tu serais pas allé faire une opération sur quelqu'un à cœur ouvert si tu n'avais pas fait des études de cardio, en fait. Tu fais tes années de médecine, tu fais ton internat en chir, enfin, tu te formes auprès de personnes plus expérimentées qui l'ont fait avec toi, tu apprends la théorie, tu ouvres des bouquins, tu lis des études, tu fais des essais sur des cadavres, sur des d'humains ou d'animaux. Je sais pas exactement comment ça se passe pour apprendre la chirurgie, mais tu fais des essais avant d'aller toucher un vrai corps humain vivant. Et enfin voilà, tu expérimentes avant de devenir maître en la matière. Donc l'entrepreneuriat, c'est pareil, ça s'apprend et c'est normal d'échouer si tu n'es pas passé par cet apprentissage-là. Si tu penses que je peux être la bonne personne pour te guider dans cet apprentissage et t'éviter les erreurs que j'ai citées dans cette vidéo, je propose toujours des appels qui sont totalement offerts et sans engagement pour discuter avec toi de tes objectifs, de ce qui te manque aujourd'hui pour les atteindre. Et si ton profil correspond à celui que j'accompagne et que être accompagné est la meilleure solution pour toi, qu'on se met d'accord sur le fait que c'est potentiellement la meilleure solution pour toi, on peut discuter ensemble du fait que tu puisses intégrer Evolve, l'accompagnement que j'ai créé pour les soignants libéraux qui souhaitent entreprendre. Tu peux trouver le lien pour réserver ton appel offert et sans engagement dans la description de ce podcast. J'espère que cet épisode t'a plu, qui t'a permis de t'ouvrir peut-être des perspectives, de penser à des sujets auxquels tu n'avais pas forcément pensé. Si tu es déjà lancé, pourquoi pas de remettre en question certaines choses. Si c'est le cas, n'oublie pas de le noter avec 5 étoiles, de le partager à quelqu'un qui en a besoin. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Soignant Entrepreneur.